C'est l'heure de votre rendez-vous pluriel, émission diffusée sur Radio Rennes et Radio Évasion. Aujourd'hui, préparé et animé en public par Ronan Manuel et Loïc Turmel. À la régie, Philippe Traîneau et Sébastien Lemercier. Loïc, Ronan, c'est à vous maintenant de causer dans le poste. Et nous y sommes, ici à Causer dans le poste, avenue Janvier à Rennes pour le 40e anniversaire des radios libres et le 40e anniversaire de Radio Rennes. Nous sommes ici au Victoria chez Gérard Jubaud et l'équipe de Place de la Gare qui nous accueille tout au long de cette année, tous les mois, 2 fois par mois, et nous parlons de bassons, d'orchestres et de belles aventures singulières, originales, des belles propositions aussi avec les invités de Loïc Turmel qui sont Pascal Gallois et Marc Feldman. Avant de les retrouver, moi j'ai envie de dire que le basson pour moi ça a une résonance. Alors on a parlé en off et on va en parler avec Marc, on vous enverra le son d'un groupe, vous qui nous écoutez sur Radio Rennes, qui avez peut-être un tout petit peu plus de 20 ans parfois, les Blazy-Rue, premier album, c'était en 72-74, il y avait un basson dans une polka piquée. Et puis moi, alors on en a parlé tout à l'heure, bien sûr, c'est le grand-père bien évidemment, chez Prokofiev, dans Pierre et le Loup. Et puis c'est aussi l'ouverture, ah non, c'est pas l'ouverture, c'est l'ouverture du Géant de la Montagne, chez Peer Gynt. J'ai cru que tu allais dire le Sac du Printemps. Oui, moi aussi. Non. C'est chez Peer Gynt, le Géant de la Montagne, je crois. Oui. Et c'est aussi la musique du film Fritz Lang, M le maudit. Le basson est omniprésent, en fait. Bonne idée, Loïc. Depuis 2 émissions, avec cette 2e émission, tout au moins. Alors, hier, je me souviens, j'avais posé la question à Pascal Gallois. Qu'est-ce qui avait fait choisir cet instrument? On n'a pas eu le temps de laisser la parole à Marc Feldman. Qu'est-ce qui vous a fait choisir, vous, cet instrument-là? Bon, j'étais à l'école, et aux États-Unis, toutes les écoles avaient un fanfare ou un orchestre, et je jouais de clarinette. Et j'avais 12 ans, je pense, et on m'a emmené, moi et tous les élèves de l'orchestre, à les fameux concerts pour enfants de Leonard Bernstein. Et c'était à New York, c'était à Lincoln Center, et ils ont présenté tous les instruments de l'orchestre. Et on a présenté cet instrument, le basson, je n'ai jamais vu. Il n'y avait pas un basson dans la fanfare, etc. Et donc, ça m'a plu. C'était un instrument un peu bizarre, le son, justement. Et aussi, Bernstein en parlait avec beaucoup de magie de cet instrument. Et il y avait le premier basson de l'Orchestre Philharmonique de New York qui le jouait. Et je rentrais et je disais... chef d'orchestre du fanfare de l'école, j'aimerais bien jouer le basson. Il dit, ça tombe bien, il y a un basson dans le placard, c'est à toi, si tu arrives à la monter, c'est à toi. Donc je l'ai emmené à la maison, je l'ai monté, et j'ai soufflé dedans, je dis, ça je veux bien le jouer, et j'ai trouvé un prof, et c'est commencé comme ça. C'est pas le même système pourtant que la clarinette, là Non, mais j'en avais marre de la clarinette, tout le monde jouait de clarinette ou de flûte. Les doigtés fondamentaux sont les mêmes quand même, parce que vrai. Pour faire un do, c'est les 3 premiers doigts de la main gauche, alors que l'autre partie des vents du saxophone à la flûte à bec, c'est un sol. Donc effectivement, c'est quand même un point commun. Et donc, on m'a filé cet instrument, j'ai joué, et j'ai tombé amoureux de cet instrument, et voilà, c'était fait. Et des années après, j'ai pris des cours avec ce même prof, et j'avais la chance de jouer sous la direction de Bernstein, donc c'est un peu le... Voilà. Mais la clarinette, c'était peut-être pas complètement un hasard non plus, parce qu'il y a une grosse tradition de la clarinette dans la musique klezmer, par exemple. Oui, mais c'était plutôt à l'école aux États-Unis, à 6-7 ans. À l'époque, à New York, on vous donnait un petit test pour l'oreille. J'étais pas assez bon pour jouer un instrument de corde, j'étais pas assez nul pour jouer une percussion, et on me filait un instrument avant. Alors, s'il y a des percussionnistes qui nous entendent... Non, mais c'était la philosophie de l'époque. C'est-à-dire que si on n'avait pas d'oreille de tout, on frappait sur quelque chose. J'imagine que jouer sous la direction de Bernstein, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Oui, Bernstein, Pascal peut le dire la même chose, que tous les grands chefs
il y a quelque chose de magie. Il donne une énergie, il donne une idée à aux musiciens. Et on apprend. Je dirais en fait, chez Bernstein, chez lui, la direction, le geste ne comptait pas. Moi, j'ai eu la chance, ces boulets, tout était dans le geste très précis, très décomposé. Et le Sacre du Printemps, Bernstein l'avait justement revu pour Koussevitzky, parce qu'il était assistant de Koussevitzky dans les début des années 40, pour de la Deuxième Guerre mondiale. Et Koussevitzky avait du mal avec les mesures binaires et ternaires. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Alors, donc, il avait tout simplifié, Bernstein. Ce qui faisait qu'avec l'Orchestre de Paris, finalement, on fermait les yeux. On ne regardait pas Bernstein pour la battue et on jouait avec le timbalier. Parce que c'est le Sacre du Printemps. Et du coup, avec Bernstein, et c'est important qu'on en parle pour les auditeurs, c'est-à-dire que trop souvent, on pense que le chef d'orchestre se réduit à battre la mesure. C'est pas ça du tout. Qu'est-ce qui est important chez le chef d'orchestre? C'est les répétitions. C'est ce qui se passe avant le concert. C'est tous les jours qui précèdent, et c'est quelqu'un qui doit faire partager la musique qui est, comme je disais tout à l'heure, celle du compositeur. Et Bernstein, tout le monde l'aimait, bien sûr. On le sait maintenant quand on regarde les chaînes de télé, YouTube, etc. Mais les musiciens aussi. Les musiciens de l'Orchestre de Paris, je me souviens, ils sont sortis de là, on l'adore, etc. Et Bernstein arrivait, mais il répétait là presque plus, parce qu'en fait, il passait les nuits à boire, à fumer, etc. C'est un homme qui est un très bon vivant. Très, très, très bon vivant. Il est mort, je crois, même pas 70 ans. 72 ans. Voilà, 72. Voilà. Et alors, mais c'est quelqu'un qui avait une telle générosité, comme dit Marc, et donc finalement, ça dépassait la mesure. Et alors, pour moi, c'est intéressant parce que Pierre Boulez a succédé à Leonard Bernstein à New York. Mais il a fait ça exprès. Hein. Oui. Et c'était deux personnalités opposées, mais qui s'adoraient. J'ai eu l'occasion de parler à Pierre Boulez, qui a malheureusement assisté au dernier jour de Bernstein. Il est allé voir à l'hôpital à New York. Et le pauvre Bernstein, il fumait beaucoup. Il était sous un poumon d'acier. Et Pierre me disait... Tu sais, il attendait que l'infirmière soit partie pour aller fumer une cigarette dans le couloir. Et il avait un petit côté gamin, on pourrait dire gamin qui est rebelle. Mais ça se sent dans sa musique. Alors là, nous sommes dans l'obligation de dire avec modération. Oui. Je vois Gaby Aubert qui me surveille, je dis donc voilà. Mais on a eu des personnes comme ça, Gainsbourg par exemple, et voilà, je pense que c'est des grands artistes qui se foutent de tout et quand tout le monde adore. Ce qui était intéressant pour moi avec Bernstein, c'est qu'il soit devant un orchestre d'étudiants ou un grand orchestre comme l'Orchestre de Paris ou New York, il arrivait à faire la musique ce qu'il a voulu faire, ce qui est vraiment très intéressant. Et c'est-à-dire que les orchestres se surpassaient avec lui. Et peut-être le fait que le geste n'était pas toujours exact faisait en sorte que les musiciens s'écoutaient. On était tous autour de nous-mêmes. Je me souviens, moi, quand je jouais justement le Sacre du Printemps avec lui, j'étais sur le bord de ma chaise, j'étais pratiquement debout en jouant parce que il y avait tellement d'excitation et c'était moins précis que certains, mais le choc d'avoir Bernstein était énorme. Le chef, c'est l'entraîneur. C'est un peu comme l'entraîneur d'une équipe de foot. Entraîneur. Il doit avoir cette cohésion où il n'y a pas effectivement de hiérarchie entre le soliste à la clarinette et le troisième contrebasse. C'est de la musique de chambre. Et avec Bernstein, c'était exactement ça. Il n'y avait plus... il n'y avait que des gens qui s'adoraient et qui adoraient la musique. C'est ça la magie. Est-ce qu'il jouait avec son regard aussi? Oui. Alors, il dirigeait plus avec le regard qu'avec les doigts et les mains. Parce que le regard, et ça c'est le point commun, c'est Pierre Boulez qui à la fin de sa vie voyait moins bien. Le chef regarde, mais je crois qu'il faut le signaler parce que trop souvent on dit la gestique du chef. J'ai jamais vu, et ça Marc peut-être le dira aussi, un musicien sortir d'une répétition en disant t'as vu sa gestique, elle est super. C'est pas ça. Mais t'as vu, il nous a bien fait travailler. Oui, c'est un metteur en scène, le chef d'orchestre, un metteur en son. Voilà. Alors vous allez entendre une gestique là justement, parce qu'il y en a des rythmiques, avec quelque chose qui est assez intéressant et que vous avez provoqué, Marc Feldman. On écoute et on en parle après.
Voilà, une très belle rencontre de différentes musiques, là, pour le coup. Et là, on est dans la griffe de Mark Feldman, n'est-ce pas, oui, je suppose que vous avez reconnu la voix, Mark Feldman de Rhiannon Giddens. Absolument. Oui. Absolument. Alors, racontez-nous cette rencontre-là. En fait, il faut dire que la rencontre avec Rhiannon Giddens, qui est une très très grande musicienne, parce que je ne peux pas dire que c'est juste une chanteuse, on connaît sa voix, mais elle joue de banjo, elle joue de violon. Chercheuse, elle est vraiment une chercheuse, vraiment dans le mode de collecte comme on fait en Bretagne, dans certains pays en Europe. En réalité, c'est Grant Llewellyn qui l'a emmené ici, le chef d'orchestre de l'Orchestre national de Bretagne, parce qu'il a joué avec elle en Caroline du Nord avant qu'elle était connue. Et je disais à Grant, il faut absolument le faire venir ici. Et quand elle est venue ici, elle était vraiment en phase vraiment montante de sa carrière. Et quand elle est venue à l'orchestre, c'était une révélation parce que elle nous a emmenés. C'était un concert qui s'appelait le Celtic Blues parce que Rhiannon est métisse, afro-américain et celte. Oui, origine galloise. Non, Rhiannon, c'est un nom gallois, mais elle est d'origine plutôt irlandais et écossais, comme la Scots-Irish, comme on dit aux États-Unis. Et donc, elle avait ces deux côtés de l'ADN dans sa musique, dans elle. Et ce qui est intéressant avec Rhiannon, j'adore inviter les musiciens qui me bousculent, parce que il y a beaucoup d'idées reçues dans la musique tout le temps. Et donc Rhiannon, quand elle est venue, elle commence à m'expliquer qu'en fait, toute cette musique d'Appalache et toutes ces bluegrass et toutes ces musiques qu'on appelle country aujourd'hui aux États-Unis, et aussi le blues, le gospel, etc. Au début du XXe siècle, tout ce monde un peu pauvre, un peu ouvrier, agricole et ouvrier tout court, blanc et noir, à Caroline du Nord, dans les Appalaches, se mélangeaient. Et c'est vraiment les radios et les maisons de disques qui a décidé, mais ça, c'est un country blanc, ça, c'est un country noir, ça, c'est un jazz blanc, ça, c'est un jazz noir, etc., etc. Et elle voulait revenir un peu sur toutes ses racines. Et c'était une révélation immense, parce qu'elle chantait en gaélique, elle disait, mais il y avait des esclaves qui parlaient gaélique, parce que leur maître était écossais. Et c'est non seulement de la musique, mais c'est toute une pan d'histoire qu'elle ouvre. C'était vraiment formidable. Beau concert auquel j'avais pu assister d'ailleurs au Festival interceltique de Lorient. Oui. Et alors, en tant qu'auditeur, on se dit qu'on aimerait bien avoir des traces. Est-ce que vous enregistrez les concerts là ? Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que ça sorte en CD, par exemple ? On a des traces. Elles sont dans un coffre-fort dont personne ne connaît le code. Exact. Moi, je connais le code. mais j'aimerais bien l'inviter encore. J'aimerais bien continuer de travailler avec elle. Elle a pris la tête de Silk Road Orchestra de Yo-Yo Ma, pour dire à tel point qu'elle est entre deux mondes. Elle a travaillé avec Yo-Yo aussi. Et c'est vraiment quelqu'un qui est formidable, et j'espère qu'elle revienne. Justement, l'idée qu'elle revienne, qu'on fasse un disque avec elle est dans l'air, mais maintenant qu'elle a gagné plusieurs Grammy et est sur la télé aux États-Unis tout le temps, j'espère qu'elle a encore envie de jouer avec l'Orchestre national de Bretagne. Voilà, j'ai bien fait de poser la question. On va tous attendre le disque maintenant. Pascal, je vous ai présenté hier comme étant aussi pédagogue, enseignant. Alors, c'est pas donné à tous les concertistes, ça, d'être... Oui, mais j'ai enseigné au Conservatoire de Paris, puis ensuite à Zurich, à l'Université de Zurich, puis ensuite à Vienne, en Autriche. Et ensuite, j'ai arrêté l'enseignement pour me consacrer à la direction d'orchestre. Et puis... maintenant, je dirais, enseignant, c'est partager, c'est communiquer, surtout aux nouvelles générations, et aussi avec le public. Et comme le disait Marc, monter des programmes, sortir des ornières et des idées préconçues, c'est très important. Ce qui m'a amené à constituer un festival, les musicales de Quiberon. Et depuis l'an dernier, et pour la deuxième année, nous avons développé un autre volet de mise en relief du patrimoine breton,
qui est aussi les sites mégalithiques. Puisque la période néolithique a été extrêmement importante. C'est en Bretagne, il y a des traces de ces monuments. Et je trouve qu'il y a une grande poésie, une invitation au rêve. Quand on voit des monuments comme à Barnenez, par exemple, qui ont près de 7000 ans, qui ont 3000 ans de plus que les pyramides d'Égypte. Et donc, on se dit que les populations qui ont travaillé ensemble... Et là où je dis que c'est une invitation au rêve, c'est que finalement, on n'a pas trop d'informations. Et ça, j'aime beaucoup, parce que justement, on se dit qu'ils ont dû utiliser la voix. Donc j'ai développé le concept du festival Les Voix des Cairns, qui se font en plein air, puisque c'était suite au Covid l'an dernier que nous développons, et nous recréons en plein air, dans ces sites mégalithiques sublimes, des acoustiques qui sont des modélisations informatiques, donc des ingénieurs du son. On a un ingénieur du son de l'IRCAM qui s'appelle Franck Rossi, avec une équipe, on a 11 mètres cubes de matériel électroacoustique, et donc on a des chanteurs qui chantent a cappella. Donc 4 femmes et 4 hommes qui chantent dans ces lieux mégalithiques. Et on a des créations. C'est-à-dire que je pense que la Bretagne doit être aussi une terre de création. Il faut aussi décentraliser la création. Et donc on a beaucoup de projets bretons autour des Voix des Cairns. Et parallèlement à ces Voix des Cairns, qui sont des concerts donc, du 1er août, qui commenceront dans 15 jours, au 6 août, autour de la presqu'île de Quiberon et à Petit-Mont, nous faisons une académie. Donc une académie cette année autour de la voix, avec Elsa Lévy, qui est professeure de technique vocale à maîtrise de Radio France, avec Alain Le Tailleur, professeur de chant choral, avec également un nouveau professeur de théâtre, qui est également un des comédiens associés à la Comédie Française, metteur en scène, Hugues Badet. Donc on va visiter avec les jeunes les fables de La Fontaine, puisque La Fontaine a 400 ans, et donc voilà. Donc un grand projet qui va permettre au public d'avoir accès à des concerts gratuits, ça je tiens à le dire, effectivement les concerts sont gratuits et en plein air, avec la distanciation que se doit, mais où on peut savourer les acoustiques, c'est-à-dire de pièce en pièce, en temps réel, c'est-à-dire immédiatement. On change l'acoustique, puisqu'il y a des logiciels qui permettent de détecter le vent, la réflexion sur les pierres, etc. Donc, les Voix des Cairns, qui sont une marche pour les musicales de Quiberon, qui ont lieu dans un mois et demi, fin septembre, qui ont fêté cette année autour de Brahms et en collaboration avec Radio Rennes, mais aussi avec Radio Classique, et un orchestre à cordes. Donc voilà, beaucoup d'enthousiasme, et nous travaillons donc avec les écoles. Je dirais que mon expérience de directeur de conservatoire, je fais au maximum pour le faire partager avec les enfants, notamment dans les zones où il y a un peu moins de chances d'avoir accès à des conservatoires, où c'est plus difficile, où il y a quelquefois 50 km à faire dans certaines régions de Bretagne pour aller vers le conservatoire. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire, puisque j'ai eu cette chance-là, moi, dans mon conservatoire, étant enfant, dans un petit village à 25 km de Tourcoing, d'avoir quelqu'un qui est venu dire à mon père, il faut aller au conservatoire, etc. Donc là, pour répondre à votre question sur l'enseignement, c'est très important d'avoir, quand on est artiste et qu'on connaît les compositeurs, qu'on connaît l'orchestre, d'avoir à un moment donné de sa vie, et c'est ce qu'on fait Marc et moi, et on continue, on a plein de projets ensemble, si Dieu nous prête vie, on fera encore 1000 choses, mais c'est très important d'avoir cette transmission. Pour moi, il n'est pas possible de maîtriser. J'en parlais avec magnifique harpiste qu'on a entendu hier, Marie-Jeanne, qui me parlait de son amour de la pédagogie. Mais c'est très, très important. Alors, pédagogue, justement, on l'est ou on le devient ? Je pense qu'un artiste est pédagogue par essence s'il est artiste, oui, parce que je reprendrai ce qu'a dit Picasso. Vous savez, sa définition, je pense, de l'artiste, il a dit « c'est un enfant qui a su rester enfant ». Ça me va bien, et comme symbolique, c'est un adulte qui a su rester enfant. Ça va bien également pour retrouver la trace de ces enregistrements. Encore une fois, ces émissions sont dédiées aux 40 ans de Radio Rennes et aux souvenirs de Gaby Aubert, ponctués sur ces 40 ans. La rencontre avec Jacques Henry, qu'on retrouve aujourd'hui. Jacques Henry qui a écrit beaucoup sur les écritures et les compositions parfois symboliques et donc maçonnique, ou maçonnique et donc symbolique d'ailleurs, pour être tout à fait logique, autour de Mozart. Deuxième extrait de ma rencontre avec Jacques Henry pour la sortie de son livre Mozart, frère maçon. C'était en 2006. À quelle période où Mozart a été plus particulièrement attaché à la franc-maçonnerie ? Jacques Henry. Des moments où il a vécu la franc-maçonnerie, j'en relève 3 dans sa vie. L'année 85 qui a suivi son initiation, l'année 88, l'époque de la construction des 3 grandes symphonies et de la période
difficile qu'il traversait puisqu'il n'avait pas d'argent et il s'est appuyé sur des frères qui lui prêtaient de l'argent, donc 88 avec les 3 grandes symphonies, et enfin 91, on y reviendra tout à l'heure, avec toutes les œuvres si nombreuses écrites à l'intérieur d'un semestre. Voilà, donc alors 85, le quatuor, je parle que des choses les plus significatives. Le quatuor des dissonances, mars, l'Ode funèbre de juillet, qui a été écrite pour la mort de 2 frères, et de frères maçons bien sûr, et le fameux concerto que j'estime être une grande œuvre maçonnique. Personne n'avait répété comme tel, mais on peut en parler si vous voulez pour montrer comment on recherche une inspiration maçonnique dans une œuvre qui au départ ne s'annonce pas maçonnique. Alors ce concerto, pour la période, il était écrit 1 an après son initiation. Moi je l'appelle le concerto de l'anniversaire, c'est le 22e concerto en mi bémol majeur. Je rappelle que cette rencontre avec Jacques Henry était réalisée en mars 2006, année du 250e anniversaire de la naissance de Mozart. L'ouvrage, Mozart, frère maçon, est toujours disponible aux éditions du Rocher. Jacques Henry, l'auteur de ce livre, est décédé en 2011. Jacques Henry, qui était au micro de Gabriel Aubert, bien sûr, et nous en parlons avec le 40e anniversaire de Radio Rennes et des radios libres. Mozart franc-maçon, mais Mozart altiste aussi, et là, par pudeur, par politesse envers tous les altistes qui nous écoutent, étant donné que nous accueillons 2 bassonistes ici, nous ne dirons pas les vannes, les blagues, les horreurs qu'ont raconté ces gens de qualité que sont Pascal Gallois et Marc Feldman sur les altistes. En revanche, nous accueillons ici sur Radio Rennes tous les altistes qui veulent raconter des blagues sur les bassons. Aucun problème. On les attend avec plaisir. Pour le moment, on va aller au bistrot, ce qui n'est pas une mauvaise idée non plus, d'autant que nous sommes accueillis ici au Victoria. On va aller quelques mètres plus haut, devant la gare. Et quand je dis bistrot, c'est un vrai bistrot comme je les aime, avec un incontournable comptoir. Et on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir se remettre au comptoir sans forcément s'asseoir sur un tabouret, mais être là au rad, à lire le journal, boire un café, 2 cafés, 3 cafés, bon, un petit blanc maintenant, enfin bon, une vie normale autour d'un bistrot, quoi. Et nous allons en parler avec vous, Rosa Almeida. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous faites partie de tout ce label, cette qualité qui s'appelle Place de la Gare. Le caboulot, un petit mot sur l'histoire du caboulot. C'est le vrai petit rad, quoi. Hein. Le caboulot a appartenu à une famille pendant plus de 45 ans. J'ai participé un petit peu à ce moment-là et je suis retrouvée de nouveau aujourd'hui à la même place avec une histoire de petit caboulot qui est le centre de beaucoup de monde, qu'on vient pour boire un verre, qu'on vient pour retrouver des amis. En sortant de la gare, c'est le bistrot qu'on retrouve en famille parce on demande aussi l'office de tourisme à Rennes, on demande des choses, des renseignements parce que c'est le bar où on peut se retrouver comme à la maison. Vous ouvrez à quelle heure le matin, le petit caboulot ? 7h30 le matin et on est ouvert 21h, mais on peut retarder toujours un petit peu pour les habitués qui traînent sur place de la gare. Oui, avant Covid, moi je me souviens avoir profité un peu d'avoir raté un train, ou alors de rater un train enfin je ne sais plus dans quel sens c'était, mais c'était avec plaisir, oui. Et puis je l'ai raté parfois jusqu'au lendemain, on peut prendre notre hôtel. Il y a des gens qui rigolent là, je le sens bien, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, un accueil assez sympathique. Je dis vrai bistrot. Il y en a pas, il y a plein d'établissements d'hôtellerie bien sûr, mais c'est vrai que ce petit côté bistrot à l'ancienne, c'est important. J'en profite pour dire d'ailleurs un petit coucou à Marité qui tenait un petit bistrot pas très loin, de qui vous étiez copine forcément, oui, qui est fermé maintenant, elle a pris sa retraite, on l'embrasse. C'est quoi la particularité ? C'est les cheminots, c'est les voyageurs, c'est quoi ? C'est le mélange de tout ce monde-là, justement. Ouais. C'est un mélange qu'on peut mettre à la même table et que les gens s'apprennent à se connaître et qui font des rencontres formidables. Mmh. C'est devant un café, 12 cafés ou autant d'anis ? Que ce soit le café, le petit verre de blanc ou la petite bière, les choses font toujours dans la bonne humeur. Quel est le meilleur souvenir que vous ayez peut-être de ces 2-3 dernières années ? Parce que vous devez en avoir beaucoup, mais un meilleur souvenir de bistrot, comme ça, de comptoir. Des personnes qui ne se savaient pas vues depuis 15 ans et que le hasard a fait que c'est le petit caboulot qui les a rayonnés. Ah oui, et ça c'est bien. C'est des choses qui touchent énormément.
Ça, c'est très bien. Oui. Ah ouais. C'est un truc qui pourrait nous arriver, ça. Ah oui. Mais même, je pense aussi, même sans que ça dure 15 ans, on peut faire 5 minutes. Mais c'est le lieu. Si, où rigolez ça pas, passe. comme ça, Loïc et moi, on peut se mettre chacun dans un bar à côté, et puis se dire, tiens, dans un quart d'heure, on se retrouve au petit caboulot. C'est ce qu'on appelle faire des bars parallèles. Je dis qu'un bassoniste qui vanne comme ça, je dis bravo. Je dis bravo. Bon, bah écoutez, on va se retrouver chez vous tout à l'heure. Dès que Gérard, ici au Victoria, va fermer, on va se retrouver chez vous. Quel est le conseil que vous donnez à quelqu'un qui veut boire avec modération, bien sûr? Quelle est votre boisson préférée chez vous? Non, pas le café, non. C'est là où vous avez le plus gros bénéfice, je sais bien, mais en dehors de ça. Ça peut être une petite Pietra. Ah, La petite bière une qui bière rappelle corse. la Corse, Ouais. et que les Corses ne s'attendent pas à la voir place la Gare à Rennes, par exemple. Ah oui, Une le bière, Corse qui débarque à Rennes, La qui dit, vous semaine avez quoi comme bière? dernière, De la c'était le Pietra, dernier monsieur, jour. et Ah alors? oui, c'est le plaisir de Ah oui, se là, dire. ça le fait. Mais en Bretagne, on pense aux Corses. Ah bah oui, Oui. ouais, là, ça me Deux paraît peuples tout à très fait proches. normal. Merci beaucoup, Rosa. Avec grand Et plaisir. oserais-je le dire, à tout à l'heure. Avec plaisir. Loïc. Oui, alors on va retrouver nos invités après ce joli mot de Pascal Gallois. On a parlé tout à l'heure de ces voix des Cairns, des musicales donc de Quiberon au mois de septembre. Pourquoi Quiberon d'ailleurs? Eh bien, pourquoi? Parce que c'est une presqu'île qui était une île au départ et qui est une invitation au voyage, au rêve. La Côte Sauvage, j'aime beaucoup la Côte Sauvage, donc on va faire un concert dans 15 jours le 1er août. Ça devient notre rendez-vous annuel, une manière un peu rituelle de retrouver nos chants. Les auditeurs qui veulent avoir plus d'informations peuvent aller sur le site lesvoixdescairns.fr, tout attaché, Les Voix des Cairns. C'est AIRN. Oui. C-A-I-R-N, oui, important de Ah ouais. signaler pour l'orthographe. Et puis les musicales de Quiberon pour le mois de septembre, autour de Brahms. Donc Quiberon, vous êtes vraiment tombé Oui. Alors, Quiberon, amoureux de cette effectivement, région, là, de cette Voilà, presqu'île. je suis tombé amoureux de la Bretagne, je pense comme Marc, que je le dis, effectivement. C'est une terre, quand on y arrive, on se dit mais pourquoi je ne suis pas venu plus tôt? Quiberon, Belle-Île, enfin voilà, toutes ces îles du Ponant, mais la Bretagne en général. Vous savez, on dit en Bretagne il pleut que sur les cons, on dit ça. Moi, je suis C'est toujours vrai. Moi, je suis ch'timi et j'ai jamais sorti la pluie. Bon, dans bah, le c'est Nord. normal. Il y a une solidarité. Voilà, entre il y a une ch'timi et solidarité breton, hein. ch'timi-bretonne, voilà. Mais On voilà. sait de quel côté vous mettre. Non, mais alors, ce que j'aime par la Bretagne, c'est qu'il y a la relation entre les Bretons, le paysage, c'est la modestie. Je dois dire que c'est ça le mot. Alors, je ne vais pas citer les autres régions de France, mais c'est ça. On sent qu'il y a des gens de très grande qualité. Je ne vais pas les citer tous, mais des écrivains, des artistes, des sportifs en Bretagne, peut-être plus que dans d'autres régions en France, mais qui sont animés par une modestie intérieure. Et je pense que c'est ça que je ressens. Et je ressens aussi en Bretagne. Voilà, c'est par exemple Romy Schneider, les derniers jours. Quelques temps avant sa mort, était venu. Non, elle n'était pas bretonne, mais il était attaché à la Bretagne. Oui. Il était attaché à la Bretagne. Ça vient à l'idée comme ça. Et elle aimait, justement, parce que les Bretons nous en parlent. Il y a un film qui est sorti, documentaire, qui a eu du succès en Allemagne, puis aussi en France. Elle aimait ce côté, cette modestie. Donc il y a des grandes personnalités. Johnny Hallyday venait à Quiberon, etc. Mais aimait le côté, et je le ressens. Mais chez le Breton, en général, c'est ça. Des gens de qualité qui ne roulent pas la caisse, comme on dit. Et voilà. Donc ça nous fait plaisir de venir échanger avec eux. Et le public des Voix des Cairns et Alors, des musicales, c'est la un même public chose. local ou c'est un public plus lointain qui se déplace? Alors, effectivement, juste avant le Covid, on a fait des concerts tous les mois à Quiberon, qui est une ville de 5000 habitants, et ça venait de tout le département, de Vannes, etc., de Morbihan. Et depuis, le public, on échange avec eux, justement, en plein air. Je pense qu'il faut travailler beaucoup, on le sait, c'est ce que fait aussi l'Orchestre national de Bretagne. Je pense que c'est travailler sur élargir le public. C'est-à-dire que le public de la musique classique ne soit pas réduit, on dit toujours trop de cheveux blancs. Voilà, on aime bien les cheveux blancs, mais il faut aussi avoir les jeunes, etc. Donc on fait des musiques électroacoustiques avec notre matériel électroacoustique, donc qui va intéresser les jeunes. On fait, comme je disais, les Fables de la Fontaine avec les jeunes de CN2, 6e, des collèges et des écoles de Quiberon et environnantes. Et on est toujours en phase de développement. Mais c'est en fait les gens qui viennent à nous, et nous on va, je pense que c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait l'Orchestre national de Bretagne. Je l'ai fait quand j'ai travaillé avec eux, je me souviens, voilà. C'est que les artistes doivent
sortir de scène et discuter avec le public. C'est-à-dire que la musique classique, il y a trop de distance dans l'image. Donc, elle a une image élitiste. L'image élitiste, le frac, effectivement, qui est très 19e. Et aussi, dans le palais des congrès Louison Bobet à Quiberon, j'ai fait installer des lumières centrales, on met le public autour et on rencontre le public. Voilà. Et on n'est pas habillé en frac. Donc, voilà. Et donc, d'abord, c'est Louison Bobet, effectivement, avec toute l'histoire. Maryse Bobet vient, soutient les concerts. J'ai même eu la chance d'écrire à Bernard Hinault. Il ne pouvait pas venir, mais bon, voilà, c'est ça aussi. Quiberon, il y a le sport aussi. Et voilà. Et donc, voilà. Mais je pense que Quiberon a tout ce qu'il y a en Bretagne. Voilà. On va vous laisser filer prendre un train, tout simplement, Pascal, parce que vous êtes un peu pris par le temps. On va finir l'émission dans un instant avec Marc Feldman et puis également avec Anne-Marie Jean. On va écouter Beethoven. Vous disiez que Romy Schneider était peut-être bien un petit peu bretonne d'adoption, je suis assez d'accord. De même que Beethoven, d'ailleurs, qui était un petit chouïa d'ailleurs, irlandais. La preuve, tout de suite, avec ce Pulse of Irishman de Ludwig van Beethoven. The pulse of an Irishman ever beats quicker when war is the story or love's the theme, and plays him a bullets fight thicker and thicker to find him a coward is scorning. And the horse should find toward army line, and the heart he rallies on. Fortune is cruel, but honor my jewel is kind of Un petit tour en Irlande avec Beethoven qui n'était pas, contrairement à ceux qui écoutent parfois Radio Rennes par erreur, n'était pas un chien. Même gros. Non, parfois il avait un comportement un peu chien, mais non. Loïc, nous parlons un peu d'actu. Beethoven, Marc Feldman toujours avec nous. Beethoven à l'honneur à la rentrée là. Absolument, mais justement le Beethoven celtique. Voilà. Parce que, comme on a dit, beaucoup de compositeurs s'intéressaient à des musiques traditionnelles d'antan et c'est seulement un peu en France, après un certain moment, où le musicien classique décidait qu'il fallait mettre tout ça au placard. Mais Beethoven a écrit un recueil de chansons irlandais, écossais et gallois dans les années 1810 à 1813 pour piano et voix et quelques instruments. Et nous, on a décidé d'aller plus loin. Et donc, on a orchestré ces œuvres. Le compositeur brestois Benoît Menut a orchestré ces œuvres et on va les faire avec le grand chanteur gallois Bryn Terfel et l'instrumentiste celte par excellence Carlos Núñez avec l'orchestre symphonique le 16 et 17 septembre. Donc ça va être l'ouverture de notre saison et je trouve que c'est tout à fait l'ADN d'un orchestre entre guillemets classique, c'est pas un mot que j'aime beaucoup. Et on va avoir la 7e symphonie de Beethoven qui est bourrée vraiment des petites mélodies celtiques et folkloriques tout au long de cette œuvre. Et on oublie des origines souvent. Si on n'est pas proche de la musique traditionnelle, on oublie parfois ses propres racines. Donc 16 et 17 septembre. 16 et 17 septembre. Au couvent des Jacobins. Au couvent des Jacobins, à 20h, Bryn Terfel, Carlos Núñez, Grant Llewellyn et l'Orchestre National de Bretagne. C'est vraiment une soirée celte. Ah oui, et on aura l'occasion d'en parler. Je suis certain que Loïc aura l'occasion d'inviter notre excellent pote Carlos Núñez, bien sûr. Dans Chemin de Terre, nous allons reprendre d'autres chemins de terre, de jazz, d'improvisation, de classique et de musique celtique avec Anne-Marie Jean que nous retrouvons aujourd'hui. Comment va la carrière d'Anne-Marie ? Qu'est-ce que vous nous préparez ? Parce que la harpe que vous avez à côté de vous est donc une harpe classique. C'est toujours ce mix, ces rencontres entre les musiques autour de la harpe. Autour de la harpe, autour de la musique celtique, autour du jazz. Voilà. Donc là, le Covid, c'est un moment de temps long dans lequel on peut enfin se poser, ne pas courir entre les pays. Parfois, quand on est musicien, il nous arrive de faire 2-3 pays la même semaine, ce qui a été souvent mon cas. Et c'était vraiment le moment où je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, ce disque qui traîne de jazz, voilà. Donc tout est écrit.
et j'espère l'enregistrer cet hiver. Voilà. Donc avec des musiciens bretons de jazz, voilà, et peut-être quelques musiciens parisiens que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Voilà, ça nous fait un rendez-vous à Calais. Et pourquoi pas le 16 décembre 21. D'accord, ok. Toujours des espèces de provocations et de clins d'œil comme ça avec les musiques de traverse que vous aimez, Anne-Marie. Je me souviens de cette pochette de disque, et toi aussi Loïc, bien sûr, décapotable, qui n'était pas du tout dans l'air du temps de la musique bretonne de l'époque, et qui est d'ailleurs un très très bel album. Je vous laisse à Anne-Marie prendre la direction de votre harpe. Le temps un mot sur ce que vous allez jouer quand même pour finir l'émission. Je vais jouer un petit morceau de Charlie Parker, et je pense que du paradis, il va se dire que finalement la harpe, ça peut se jouer en jazz, j'espère. Ça s'appelle My Little Suede Shoes. Ça vous va, ça marche très bien. My Little Suede Shoes? Yes. Really? Like as Carl Perkins? Don't touch my blue suede shoes. Sinon, take care. Bon, quand vous voulez. Marc Feldman, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pascal Gallois aussi. Merci, et à bientôt. Et Loïc, on se retrouve tout le temps sur Radio Rennes, en fait. Au Petit Caboulot. On va se retrouver au Petit Caboulot. D'ailleurs, on lance l'appel. Rejoignez-nous, et puis on écoute Anne-Marie Jean, bien sûr, ici au Victoria, pour Pluriel, pour Radio Rennes. Merci beaucoup Anne-Marie Jean, ce titre de Charlie Parker. Alors, merci à tous nos invités, bien sûr. Merci encore à Anne-Marie Jean qui nous a fait le bonheur de venir ici, alors qu'elle est en cours en ce moment dans les Côtes d'Armor. Elle a fait un aller-retour rapidement. Je remercie aussi Sébastien, Philippe et puis Christine aussi, toute l'équipe de Radio Rennes qui nous permet de réaliser cette émission. Et puis, ce sont ces images, parce que il faut le rappeler quand même, Loïc et moi, on est tellement beaux, nos invités que aussi, ça mérite d'être vu. Ça mérite d'être vu quand même. Alors, on a fait appel à Gérald Nimal,
qui est là avec nous, qui nous filme et que vous pouvez retrouver grâce à la chaîne YouTube de Radio Rennes sur YouTube. Donc vous faites Radio Rennes officiel, je crois, tout simplement. Et là, vous voyez en chair et en nonos Loïc et moi et tous nos invités. Non, alors pourquoi on vous dit ça? Parce que simplement on a fini 30 secondes trop tôt, voyez-vous, et qu'il nous fallait 30 secondes de parlotte avant d'envoyer le générique. C'est ça la radio. Et voilà. Et comme ça maintenant, on envoie le générique et dans un instant, on retrouve l'info. C'est ça qui est beau. C'est sur Radio Rennes et c'est de mieux en mieux.